Même si le motif principal de consultation est la déviation vertébrale, les parents évoquent souvent des anomalies au niveau de l'ensemble du squelette. Par ailleurs, la déviation de la colonne vertébrale s'associe souvent à des déformations thoraciques. Ce module est destiné à comprendre ce qui peut se passer en dehors de la colonne vertébrale. Je n'ai pas de disclosure pour ce module. Les déviations vertébrales s'associent à une asymétrie de tension des chaînes musculaires. La chaîne frontale en rouge croise au niveau de la charnière thoracolombaire, devient postérieure au niveau de la hanche et à nouveau antérieure au niveau du genou. La chaîne frontale postérieure en orange croise également au niveau thoracolombaire mais reste postérieure au niveau du membre inférieur. Les déviations vertébrales s'associent donc souvent à des anomalies des membres inférieurs qu'il convient de connaître. Le pied plat est sans doute l'anomalie la plus fréquente. Sa définition est podoscopique. La première phase est l'affaissement des voûtes antérieures, puis de la voûte interne médiane. Au podoscope, on constate la diminution, puis la disparition de l'isthme au niveau du médio-pied. Au troisième stade, l'empreinte déborde et cliniquement, il existe une troisième malléole au niveau du scaphoïde. Le valgus de l'arrière-pied est constant. Le pied plat le plus fréquent est le pied plat souple, bien réductible, en varisant le calcanéum ou en réalisant une rotation externe du membre inférieur. Dans certains cas, le podoscope met en évidence des pieds malformatifs. Le pied plat peut être raide et l'on recherchera alors une synostose. Par rapport à l'axe vertical du scaphoïde, on distinguera le pied plat postérieur avec bascule de l'astragale, le pied plat antérieur avec bascule du premier méta. Il existe également des pieds plats mixtes postérieurs et antérieurs. Nous n'envisagerons pas les indications chirurgicales qui seront discutées uniquement en cas de gêne fonctionnelle. La kinésithérapie est le traitement habituel des pieds plats souples. On utilisera les techniques de tonification de la musculature intrinsèque, stimulation proprioceptive, marche sur de la mousse, marche sur le bord externe du pied, creusement de la voûte. Les semelles sont de deux types. La semelle la plus classique est celle de Lelièvre, qui réalise une détorsion du pied avec coin varisant postérieur et coin pronateur antérieur. Elle est utilisée lorsque l'avant-pied se positionne en adduction. Dans certains cas, le pied vire au contraire en abduction, rotation externe, et dans ce cas, on prescrira une semelle dite tout interne, avec toujours coin varisant postérieur, mais le coin antérieur sera supinateur. Le pied creux est le pied sportif dans sa forme mineure. Lorsqu'il s'accentue, on note une rétraction de l'aponévrose plantaire et des muscles courts, des déformations osseuses avec expulsion du scaphoïde vers le haut, une verticalisation du calcanéum et du bloc calcanéo-pédieux. Souvent douloureux, il pourra évoluer en réalisant une véritable scoliose du pied. Dans ce cas, il va s'enraidir progressivement. La griffe des orteils caractérise cette aggravation. Le premier stade du pied creux étant au contraire un affaissement de la voûte antérieure, pouvant évoquer un faux pied plat. Le calcanéum étant varus, le pied creux doit faire rechercher une origine neurologique. Ici, une malformation d'Arnold-Chiari. Le bilan radiologique montre l'absence d'appui du bloc calcanéo-pédieux et la verticalisation du calcanéum. Les semelles orthopédiques sont prescrites pour les formes majeures avec douleur et gêne fonctionnelle. En effet, s'agissant d'un pied sportif, toutes les chaussures de sport sont adaptées. On utilise toujours une cuvette talonnière postérieure. Si l'avant-pied est affaissé, premier stade, on prescrira une pelote d'appui rétrocapitale de 3-4. Au contraire, en cas de griffe des orteils, on prescrira une barre d'appui métatarsienne. Dans tous les cas, on complétera la prescription par une sous-couche amortissante. Pour mieux comprendre la physiologie du pied, il faut évoquer les défauts posturaux notés à la naissance. La forme la plus typique est le pied-bot varus équin,
associant varus et échinisme de l'arrière-pied à une adduction de l'avant-pied. L'échinisme réside dans la tibio-astragalienne et la sous-astragalienne postérieure. Le tendon d'Achille est bref, la capsule postérieure et le nœud fibreux postéro-externe sont rétractés. L'adduction du bloc calcanéo-pédieux correspond à une rotation sous-astragalienne dans un plan horizontal autour d'un axe passant par le ligament en haie, de telle sorte que la pointe du pied tourne en dedans alors que le talon tourne en dehors et se rapproche de la malléole externe. L'adduction médio-tarsienne est caractérisée par la convexité du bord externe du pied. La supination du pied beau varus équin est liée à l'échinisme tibio-astragalien sur un pied en forte adduction. Le bilan clinique notera l'aspect général du pied qui peut être long et maigre, de réduction facile, ou court et gras, plus difficile à manipuler et à appareiller. L'état de la peau qui peut être sèche et souple ou infiltrée et œdémaciée avec hyperkératose et du rayon. La saillie astragalienne avec présence et importance des sillons qui signent les déformations. La manipulation du pied beau est un chapitre important de la médecine manuelle. L'ordre doit être rigoureusement respecté si l'on veut éviter une lésion de l'astragale. L'abduction du médio-pied est la première étape. Une main saisit la partie inférieure de la jambe et le tarse postérieur, l'autre tient l'avant-pied et l'amène en abduction et en pronation. La seconde étape est l'abduction de la sous-astragalienne à réaliser en décoaptation. La troisième étape est la correction de l'échinisme. La correction de l'équin est faite en dernier et seulement quand le pied a été amené dans le prolongement du tibia. Une main serre les malléoles, l'autre main saisit le calcanéum et exerce une traction vers le bas en décoaptation. Et alors seulement on réalise un mouvement d'abaissement de la partie postérieure du calcanéum en portant globalement le pied en flexion dorsale et en maintenant par la paume la plante des pieds. Il n'est pas toujours facile d'abaisser le calcanéum dans la coque. La stabilisation par chaussure type Bebax fait suite à la manipulation. Elle permet de maintenir le pied en bonne position après la manipulation. Les éléments de surveillance sont importants, spécialement pour les formes majeures, avec risque de lésion de l'astragale. On vérifiera l'amplitude articulaire, l'équilibre musculaire, la marche. On dépistera les déformations résiduelles par l'examen des chaussures et on contrôlera le port des attelles si nécessaire. Les déformations peuvent être partielles, avec ici pied convexe, ici un pied talus, un pied supinatus. Le métatarsus adductus est la forme mineure du pied beau, la plupart du temps d'origine positionnelle. On le traitera par stimulation du bord externe du pied. Des chaussures adaptées, anti-métatarsus varus, sont préférables à l'inversion droite-gauche des chaussures. Certaines chaussures sont dynamiques avec correction par ressort. Le pied équin ou marche sur la pointe des pieds est fréquent. Il correspond habituellement à un triceps court. Chez l'enfant, les conséquences sont minimes et l'on conseillera habituellement un assouplissement du triceps par la pratique du vélo et la marche forcée sur les talons. Le conflit postérieur de la cheville se voit essentiellement chez l'adulte. Chez l'enfant, le module de Sever a déjà été évoqué avec la croissance. Il existe un aspect dystrophique de l'apophyse calcanéenne et le traitement se fait par talonnette amortissante en silicone. Les petites déformations des orteils avec chevauchement se traitent par sanglage en oméga durant la nuit. Les orteils en marteau se corrigent par une petite attelle.